On va pouvoir commencer. Alors, avant qu'on se présente, vous demandez tous quel est cet homme qu'on a voulu afficher à l'écran. Alors, cet homme, c'est George Box. C'est un statisticien qui a beaucoup fait avancer dans le domaine des séries temporelles, qui justement va être l'objet d'une partie de notre présentation. Puis bon, comme on a utilisé quand même sa phrase de prédilection pour le titre de notre présentation, on s'est dit que c'était quand même une bonne idée de vous le présenter. Donc cette phrase, c'est tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Évidemment, l'IA n'y échappe pas. On sera tous d'accord sur le fait qu'un modèle, quel qu'il soit, c'est une approximation de la réalité, donc par définition, il est faux. C'est pas ça spécialement l'objet de la présentation aujourd'hui, c'est plutôt comment est-ce qu'on peut faire confiance à ces modèles, comment on peut mesurer justement à quel point ils sont faux. Donc qui sommes-nous ? Donc moi je suis Amélie Bosca, je suis data scientist et business analyst chez Soprasteria. Et moi je m'appelle Benjamin et je suis développeur et data scientist chez Soprasteria. Vous pouvez passer nous voir au stand. Alors comme vous voyez, on a une super fresque qui a été mise en place sur le stand avec pas mal de logos d'entreprises bien connues. Donc on a un petit jeu, vous pouvez remplir un petit formulaire pour retrouver ces entreprises. Et puis il y a un super assistant connecté d'économie d'énergie à gagner. Donc n'hésitez pas à passer nous voir. Donc, sur la présentation d'aujourd'hui, dans le titre, il y a « Si on veut bien leur faire confiance ». Donc vous avez dit confiance, on va essayer un petit peu de débriefer là-dessus. On parlera d'explicabilité, qui est vraiment le cœur de notre présentation d'aujourd'hui. Et puis, on vous fera une présentation d'un projet concret qu'on a réalisé chez Soprasteria sur un projet d'IA où on a appliqué justement de l'explicabilité. Donc, vous avez dit confiance. Alors, dans la vie de tous les jours, si on prend un exemple de la consommation de tous les jours, on peut aller au supermarché, se poser aucune question. J'achète ici tout le temps, j'ai l'habitude, c'est bon. On peut avoir les moyens de se faire une conviction. Je vais chez l'agriculteur du coin, je le connais, je vois comment il travaille, je sais que ses produits sont qualitatifs. Donc je suis capable de juger par moi-même de la qualité du produit. Ou alors, je n'ai pas accès à ces informations et donc je m'en remets à une certification, une norme, qui finalement a fait cette évaluation de la qualité à ma place, parce qu'il y a eu des critères définis par des experts qui ont attribué cette norme, cette certification. C'est le cas par exemple du label rouge que vous connaissez bien. Et donc qu'en est-il de l'IA en termes de confiance ? On peut se poser aucune question et utiliser l'IA. Finalement, c'est un peu ce qu'on fait tous avec des applications bien connues comme par exemple Spotify, Netflix. Il y a de l'IA derrière, on l'utilise, parfois sans même en avoir vraiment confiance. Bon, ceci dit, c'est pas bien grave. Si Netflix il me recommande un film et que finalement il n'est pas bon, c'est pas très grave, je l'arrête en plein milieu et puis je change. Donc, sur des applications non critiques, c'est finalement pas très problématique de raisonner comme ça. Par contre, sur des applications dites critiques, sur de la santé, sur de la voiture autonome, sur de l'avionique, évidemment, dès que la vie humaine est en jeu, dès que des problèmes éthiques sont en jeu, on ne peut pas raisonner comme ça. Donc, on va voir un peu plus tard sur comment avoir les moyens de se faire une conviction. Et qu'en est-il de la norme, de la certification ? Alors, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Ça s'appelle l'AI Act. C'est la première loi sur l'intelligence artificielle. Ça existe pour l'instant nulle part dans le monde. Et c'est un projet de loi européen qui est en train d'être rédigé. On attend potentiellement une première proposition finalisée à fin d'année. Est-ce que vraiment ça arrivera fin d'année ? Je suis incapable de vous le dire, mais en tout cas, ça fait quelques années que l'Europe y travaille. Et donc cet AI Act, il définit un certain nombre de critères sur l'utilisation de l'IA dans notre société. Ça s'oriente notamment vers le fait qu'il est absolument nécessaire d'avoir une intervention humaine et que l'IA ne pourra pas décider toute seule. Ça, c'est une des premières choses. Et elle définit, vous le voyez sur la petite pyramide qui est derrière, des niveaux de risque sur les applications utilisant de l'IA. Donc on a finalement la couche basse
des systèmes à risque très faible, en face duquel il n'y aura aucune disposition à prendre. C'est typiquement le cas de recommandations de films, etc., qui n'ont finalement pas d'impact s'il y a erreur. Des risques limités, où on aura un besoin plutôt de transparence, et des applications à haut risque, en face desquelles il y aura tout un ensemble de critères à mettre en place. Et puis, il y a aussi le haut de la pyramide, le risque inacceptable, où finalement, là, on n'aura carrément pas le droit d'utiliser ces algorithmes. Donc ça, c'est l'AI Act. Et donc, en attendant qu'il arrive, et de par les listes de critères qui vont être mises en place, on va essayer d'en citer quelques-uns. Il y en a plein. Évidemment, le but, ce n'est pas de tous les citer aujourd'hui. Mais par exemple, on pourrait retrouver ce qu'on appelle la robustesse. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on rend le résultat résistant à une pollution. Donc typiquement, si on prend un algorithme de système qui reconnaît automatiquement les panneaux autoroutiers, assez souvent, vous voyez les panneaux autoroutiers qui ont été tagués par-dessus, etc. Et donc ça, c'est des choses qui sont de la pollution introduite par l'homme. Et évidemment, il faut que le système soit capable de quand même reconnaître le panneau, même dans ces conditions. Le principe d'équité, donc ça, c'est plutôt la suppression des biais qui sont naturellement présents dans l'IA. Pourquoi ? Parce que l'IA, ça part d'une base de données d'entraînement. On est tous biaisés parce qu'on est humain, la société, elle est biaisée, et donc forcément, les bases de données, elles sont biaisées. On a beau faire un travail pour les retirer, il faut être capable de les identifier. Et donc, c'est notamment cet exemple. Si on essaye de reconnaître des chiens et des loups et que toutes les photos de loups sont dans la neige, il est possible que l'algorithme il apprenne finalement que si c'est de la neige, c'est un loup et sinon, c'est un chien, quoi. Donc, il faut absolument éviter ça. Et il y a un autre critère qui est notre objet aujourd'hui, qui est l'explicabilité. Donc sur comment est-ce qu'on peut appréhender le fonctionnement de ces systèmes d'IA. Donc l'objectif, c'est de répondre à la question comment ça marche, pourquoi ça marche. Et donc là, en particulier, on va parler du deep learning, puisqu'il y a des systèmes de machine learning classiques qui sont par nature explicables, ou même des systèmes d'IA à base de règles, un arbre de décision tout simple. On est capable de l'expliquer, de l'interpréter, parce que c'est lisible pour nous, humains. Quand on commence à rentrer dans du deep learning avec des centaines de milliers, voire des millions, voire des milliards de paramètres, là, on ne peut plus faire ça. On ne peut plus interpréter, nous, humains. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est aussi que c'est ça qui fait leur force. C'est-à-dire que ces réseaux de neurones à des milliards de paramètres, ils sont capables d'avoir une représentation du monde qui est beaucoup plus complexe que la nôtre. C'est ça qui fait leur force. Et en même temps, comme elle est trop complexe, on ne peut pas l'expliquer. Donc finalement, il y a ce trade-off à faire entre la performance et l'explicabilité. Parce que finalement, on pourrait dire que tous les modèles d'IA sont faux et certains, ils sont inutiles parce que personne ne veut les utiliser, parce qu'on ne les comprend pas. Et évidemment, utiliser quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est très compliqué pour un humain, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors là, vous allez dire que j'enfonce des portes ouvertes, et vous avez raison, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est que qu'est-ce qu'une explication ? Donc, notre objet ici de l'explication, ça va être un algorithme d'IA. On veut lui faire passer un outil d'explicabilité pour produire cette explication qui va être interprétée par un humain. Et donc, ce qu'on appelle une explication, dans notre cadre, c'est un élément qui va venir clarifier le fonctionnement de l'algorithme, nous donner des clés, une justification sur pourquoi l'algorithme a pris cette décision. Et ce qui est important à comprendre, c'est que cet outil d'explicabilité qu'on va employer, il va dépendre à la fois de l'algorithme, parce que certains seront applicables à certains types d'algorithmes et pas d'autres, en fonction, mais aussi de la cible. Puisque l'explicabilité, elle peut servir à la fois au développeur qui veut vérifier que son algorithme il fonctionne bien, qui veut vérifier des cas d'erreur, analyser, aller plus en profondeur sur son modèle. Ça peut servir à l'autorité qui va venir mettre l'algorithme en production, qui doit répondre à un cahier des charges et dire est-ce que j'accepte que ce soit utilisé ou non. Et ça peut être utile aussi à l'utilisateur final
qui finalement va l'utiliser comme un outil tous les jours, et il a besoin qu'on le rassure sur l'utilisation de cet outil. Et donc en fonction du profil de la personne qui n'a pas les mêmes connaissances métiers, il va falloir lui donner une explication dans un domaine qu'il est capable de comprendre. Et donc là, on a différentes méthodes qui existent globalement. Si on voit un algorithme d'IA un peu comme une boîte noire, on a des méthodes dites black box qui utilisent le modèle uniquement en regardant ses entrées et ses sorties, finalement sans ouvrir la boîte. Des méthodes dites white box où cette fois on ouvre la boîte. Là, on sait faire un peu moins de choses. Certains algos, on sait faire, certains un peu moins. Et des méthodes dites by design, où on a certains algorithmes qui, de par leur architecture, sont déjà explicables. Donc pour vous donner quelques exemples de ce que peut être une explication, parfois c'est une formule mathématique. On a certains types de réseaux qui sont mathématiquement, on peut prouver si je bouge la sortie, si je bouge l'entrée de mon modèle de temps, de combien je peux m'attendre à ce que ça bouge en sortie. Donc sur certains types de réseaux, on sait faire ça. Évidemment, ça c'est un type d'explication qui s'adresse à des experts de l'IA, pas à l'utilisateur final qui n'y connaît rien. Sur des images, ce qu'on peut faire, c'est venir colorer la zone de l'image qui a servi à prendre la décision. Donc dans cet exemple qui montre la détection dans une image d'animaux, on va venir colorer, par exemple, le museau du chien pour dire que c'est un chien. Et donc on se fait finalement une conviction sur pourquoi on a pris la décision à un instant T. Sur de la robotique, où on va venir optimiser des déplacements, par exemple, d'un robot, on peut lui demander voilà, pourquoi tu as bougé l'objet A, et puis il nous répond, l'explication, ça peut être j'ai regardé l'objet C, il était à tel endroit, j'ai bougé l'objet A ici pour telle raison. Donc ça, c'est une explication qui sera intelligible à tout le monde. On a des diagrammes comme ça qui ressemblent un peu finalement à l'image du chien. Ah, il n'y a rien qui est affiché. Ouais, c'est bon. Donc là, c'est pour mesurer, par exemple, la qualité d'un vin. Et donc on va venir regarder l'importance de chaque variable. Ça, c'est ce qu'on appelle les valeurs de Shapley. C'est pareil, c'est des mathématiques derrière, qui vont venir dire, voilà, le taux d'alcool, le taux de sulfite, etc. Ça vient en faveur ou en défaveur de la qualité de mon vin. On peut aussi faire ce qu'on appelle des approximations locales des réseaux, qui sont finalement des plus petits réseaux ou des petits arbres de décision autour d'un point, qui nous permettent à un endroit donné de venir produire un algorithme plus simple qui résume ce que fait le réseau. Ça peut exister. Et enfin, sur du texte, donc là on voit un exemple de Google où on veut, par exemple, faire de la classification de sentiments en disant est-ce que le sentiment est positif ou négatif sur telle randonnée, pour le coup. On va venir surligner les mots qui étaient importants dans la décision. Et donc là, le réseau aurait classifié, par exemple, la phrase comme étant plutôt positive. Et donc là, on voit que les mots qui ont compté dans la décision, c'est magnifique, superbe, beau, etc. Donc un exemple concret sur le tri automatique de CV qui a déjà été classifié comme une application à haut risque par l'AI Act. Ça, on le sait déjà. Et donc comment on pourrait utiliser l'explicabilité sur ce genre de sujet? Donc là, j'avais fait mon jeu de données d'entraînement, il était équilibré, anonymisé, etc. Et donc je regarde mes performances, j'ai une précision de 85%. Je regarde, j'ai autant d'écoles d'ingénieurs que d'écoles de commerce. Il y a 15% qui sont mal classifiés. Je regarde un peu et il n'y a pas de tendance claire. En fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai 15% qui sont mal classifiés. Et en fait, je fais passer de l'explicabilité pour justement surligner les mots qui sont importants dans ma décision. Et je me rends compte qu'il n'y a aucun mot en anglais qui est pris en compte et aucun acronyme. Les petits symboles des langues étrangères, là, les petites étoiles qu'on peut mettre, etc., pas pris en compte, pareil. Et donc finalement, on se dit, ok, le CV, il était mal formaté pour que mon réseau il puisse le comprendre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va traduire les termes des CV, les acronymes, les expériences, pour le mettre dans un format
où le réseau va pouvoir les comprendre. Donc on fait ça, on réentraîne. J'ai 93%. Mon expert RH, il me dit bah ok, c'est bon, je vais mettre en production. Et donc là, forcément, il faudra mettre en place sur le site d'upload des CV quelles sont les règles pour remplir son CV, notamment ne pas mettre d'étoiles, ne pas écrire de mots en anglais, etc. Et pour que l'utilisateur il ait confiance dans le processus, ça peut être une bonne idée de lui afficher la décision qui a été prise avec son CV et quels sont les mots qui ont été pris en compte dans son CV. Histoire que s'il a écrit des choses qui étaient très importantes et qui n'ont pas été prises en compte, en fait, il puisse être au courant, quoi. Donc ça, c'est le genre d'obligation légale que l'AI Act pourrait obliger à mettre en place pour utiliser ce type d'application critique. Donc maintenant que je vous ai bien ennuyé avec la théorie, on va passer à notre exemple pratique, qui est de la classification d'anomalies à partir de capteurs vibratoires. Et donc on va voir comment on a pu appliquer un algorithme d'explicabilité à ce sujet. Donc notre contexte, c'est les bateaux de surface ou les sous-marins. Et donc dans ces bateaux de surface ou ces sous-marins, on a des capteurs qui sont embarqués en mer pour différentes utilisations. Donc le premier, c'est la surveillance acoustique. Donc il faut bien comprendre qu'évidemment pour un sous-marin, ce qui est très important, c'est d'être capable de mesurer quel est le bruit qu'il produit lui-même pour éviter d'être détecté par des sonars notamment. Et puis on a d'autres capteurs qui surveillent la santé des équipements, notamment des machines tournantes, comme les pompes par exemple, et qui permettent donc de faire de la maintenance prédictive. Et donc ces capteurs en général, ils sont de même type, c'est des accéléromètres. Et donc on se demande finalement, si on modélise le problème comme ça, donc on a nos capteurs verts qui permettent de surveiller la santé des machines et les capteurs rouges qui font la surveillance acoustique, qui sont absolument vitaux et qu'on ne peut pas enlever, si on ne pourrait pas mutualiser les deux et utiliser les capteurs de la surveillance acoustique qui sont absolument nécessaires pour réaliser cette maintenance prédictive. Et donc enlever finalement dans l'exemple 3 capteurs sur 4, parce qu'évidemment embarquer des capteurs ça coûte cher, les capteurs ça produit des données, il faut les stocker, il faut les traiter. Donc c'est une réduction de coûts assez importante. Et donc la question c'est est-ce qu'on peut utiliser le capteur rouge uniquement pour détecter les anomalies de fonctionnement? Est-ce que l'information utile elle est toujours présente? Et éventuellement, est-ce qu'on peut envisager une détection qui est automatique? Donc pourquoi c'est un problème qui est difficile? Parce qu'on est dans un contexte vibratoire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'interférences, il y a beaucoup de bruit, et l'information utile, elle est noyée dans tout ce bruit. On a une fréquence d'échantillonnage qui est très grande, dans notre cas c'est plus de 25 kHz, mais on a quand même cette chance, c'est que les machines tournantes, elles ont une certaine stabilité au niveau de leur fréquence de rotation. Donc on peut espérer avoir des choses qui ressortent malgré tout ce bruit. Et donc nous, notre approche, ça a été de dire, si un algorithme d'apprentissage automatique, il réussit à détecter ces anomalies uniquement en utilisant le capteur rouge, alors l'information utile, elle est toujours présente, puisqu'il l'a trouvée. Et puis, on aura réussi à les détecter automatiquement. Donc on a utilisé pour ça des données de bande d'essai sur laquelle c'était possible de simuler des défauts mécaniques de type roulement à billes usées. Concrètement, on a pris un roulement à billes usées, on l'a monté sur le banc, on a acquis des signaux. Et donc on a fait ça pour plusieurs types de défauts, sur plusieurs campagnes d'acquisition différentes. Et ça nous a permis de construire un dataset d'apprentissage où on a entraîné un modèle de machine learning. Donc le modèle s'entraîne, on trouve un modèle qui fait le moins d'erreurs possible sur le couple signal et puis son étiquette, par exemple problème de roulement, problème de balourd, etc. Et puis on a validé avec des données qu'on avait laissées de côté. Et à la fin, pour le test ultime, on a validé sur une campagne complètement différente qui avait été faite un autre jour, où le banc d'essai avait été monté, démonté entre-temps.
Donc quelle architecture on peut choisir? Donc là, il y a différentes choses qui existent sur les séries temporelles. Ce qui a été très souvent utilisé, c'est les algorithmes LSTM, qu'on appelle LSTM, à l'état de l'art pendant très longtemps. Mais on sait que quand il y a beaucoup d'échantillons, ça commence à être problématique. Et donc on a choisi d'adresser un nouveau type d'architecture qu'on appelle Perceiver, qui sont assez récents, sont sortis en 2021. Et en fait, les Perceivers sont un dérivé des architectures Transformer, qui sont par exemple dans ChatGPT, mais dans beaucoup d'autres modèles de langage qui ont été produits auparavant. Et l'avantage, c'est qu'ils permettent de traiter des données qui sont très complexes, voire très, très hétérogènes. Et donc, ils sont basés sur un principe qu'on appelle d'attention. Voilà, donc ça, bon, je ne vais pas vous noyer beaucoup plus dans les détails du réseau. Et Benjamin va vous expliquer comment on a mis tout ça en place. Oui, merci. Alors, je suis désolé, il n'y aura pas de code aujourd'hui. Je sais que dans les différentes conférences, ils aimaient bien en mettre, mais je voulais vous éviter les formules NumPy à tout va. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place le projet sur une plateforme qui s'appelle InnerData. InnerData, c'est une plateforme qui est développée par Soprasteria en Inde et qui permet, donc c'est un OpenShift derrière, mais voilà, ça permet en fait de déployer des applications web en tout genre, mais principalement du coup autour de la data. Donc on va retrouver, enfin ça va nous permettre de déployer des environnements Jupyter avec les frameworks TensorFlow ou PyTorch et d'utiliser des GPU, donc chose qu'on n'a pas forcément sur nos PC. Et du coup ça simplifiait vachement le travail pour travailler en collaboration avec Amélie. Donc voilà, ça fournit un espace de stockage volumineux, un environnement de travail collaboratif, etc. Vous avez compris le principe. Au niveau du workflow qu'on a mis en place, donc on a stocké nos données dans un bucket S3. Ces données, donc le bucket S3 il est fourni dans l'environnement InnerData. Ces données, on pouvait directement y accéder depuis l'environnement Jupyter. Donc on a mis en place tout un système de pré-traitement de la donnée avec un filtrage des données justement pour réduire au maximum le bruit dont a parlé Amélie tout à l'heure et essayer aussi de normaliser les signaux, puisque entre différentes acquisitions, un des gros problèmes qu'on avait, c'est entre le démontage et le remontage du banc, les signaux qu'on obtenait d'une acquisition à l'autre, ils étaient assez différents. On avait des différences d'amplitude et du coup, les algorithmes, ils avaient un peu de mal à généraliser. Donc, il y a eu une grosse phase de pré-traitement et d'exploration des données qu'on a dû mettre en place. Une fois ces données traitées, évidemment, on a créé notre modèle de Perceiver sur lequel on s'est appuyé pour ça sur le framework PyTorch et on avait récupéré, on est parti d'un code open source qu'on avait récupéré sur GitHub et qu'on a implémenté ici. Le modèle, il a assez bien fonctionné. On avait des acquisitions à 10 Hz, 15 Hz et 30 Hz. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, plus forcément la vitesse de rotation est élevée, plus l'énergie libérée est grande et plus les signaux ils apparaissent clairement. Donc on a entraîné 3 modèles, un modèle sur les acquisitions à 10 Hz, un modèle sur les acquisitions à 15 et un modèle sur les acquisitions à 30 Hz. Et bon, comme on pouvait s'y attendre, c'est le modèle sur les acquisitions à 30 Hz qui a le mieux fonctionné. Je vous en parlerai juste après. Donc ensuite, on a une phase d'explicabilité, puisque pour nous, c'était vraiment crucial de traiter ce sujet-là dans cette expérience. Parce qu'en dehors du fait de savoir si l'information utile était là ou pas, on voulait aussi savoir si l'information utile, elle était correctement utilisée par notre modèle et si on pouvait enrichir peut-être le savoir des experts métiers du milieu. Du coup, ici, on va retrouver la matrice de confusion. Pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, en fait, ce que vous allez retrouver à gauche, donc en ordonnée, c'est les vrais signaux qu'on a donnés à notre algorithme et en abscisse, les prédictions de l'algorithme. Donc en fait, plus vous retrouvez une diagonale parfaite et plus votre algorithme il a un niveau de performance élevé. Donc on voit que globalement, l'algorithme il se trompe assez peu. Évidemment, il a quelques prédictions qui sont fausses, mais en fait, ça peut
très facilement être gommés, puisque ici, on donne des acquisitions, enfin des séquences de 0,12 secondes dans notre algorithme. Donc en fait, si on lit ça sur une seconde, bah, en fait, on tombera assez facilement à 100% de prédiction correcte. Et voilà, ce qu'on a constaté avec les Perceivers, c'est qu'on avait un apprentissage très rapide, assez performant, et en plus de ça, qui arrivait bien à généraliser l'information, puisque comme je l'ai dit juste avant, bah, on avait des problèmes en fait, d'une acquisition à l'autre. On avait des signaux assez différents, et du coup, c'était un des gros problèmes des LSTM, c'est qu'ils avaient beaucoup de mal à généraliser. Ils étaient très très bons pour prédire des signaux qui venaient d'une même acquisition, mais dès qu'on changeait et qu'on essayait de prédire le même défaut sur une acquisition différente, bah, ils avaient beaucoup plus de mal. Et on va passer du coup à la partie explicabilité. Donc, comme je l'ai sous-entendu auparavant, donc là on est sur un système qui est plutôt critique en fait, parce que aujourd'hui, ces capteurs ils sont utilisés pour vérifier le bon état des machines qui sont présentes à bord des bateaux et des sous-marins. Donc, on a besoin de pouvoir leur faire confiance. Et on a en face de nous des experts métiers qui ne sont pas forcément ouverts à l'IA. C'est des gens qui travaillent et qui étudient les systèmes vibratoires depuis des dizaines d'années pour certains, et qui ont beaucoup de mal à faire confiance à des algorithmes qui ne sont pas purement mathématiques, qui ne sont pas capables de comprendre dont ils sont pas capables de comprendre le fonctionnement. Donc, notre objectif dans ce cas d'étude, ça a été de leur prouver que les IA, elles peuvent fonctionner, mais on peut aussi expliquer comment elles fonctionnent. Donc, je vais vous parler de la méthode dont on a utilisé, qui s'appelle RISE. L'idée, en fait, c'est de, comme vous l'a montré Amélie au début, où on va venir montrer une carte de chaleur sur une image pour montrer les zones de l'image qui ont été le plus pertinentes pour la prise de décision de l'algorithme. En fait, cette méthode, elle va utiliser un modèle d'IA, un algorithme globalement, comme une boîte noire. C'est-à-dire que peu importe le type de modèle qu'on a, on va pouvoir utiliser ce type de méthode d'explicabilité pour comprendre le fonctionnement d'un algorithme. L'idée, c'est de venir superposer sur l'image une énorme quantité de masques et de regarder la sortie produite par l'algorithme. C'est-à-dire, dans l'exemple ici, je vais donner à mon algorithme une image de requin. Il va me prédire à 99% que c'est un requin et à 1% que c'est un poisson. Je vais masquer plein de zones de l'image successivement et à chaque fois lui demander de me prédire la sortie. Et en fonction de ces résultats et en fonction de ces prédictions, je vais être capable d'estimer et de déterminer quelles sont les zones de l'image qui permettent à l'algorithme de prendre sa décision. Et ça va être très intéressant dans notre cas, parce que nous, on travaille avec des signaux et des spectres, et donc on va pouvoir venir demander à notre algorithme quelles sont les zones du spectre qui l'ont le plus aidé à prendre sa décision pour classifier une anomalie. Donc si vous regardez ici, en premier, on a notre signal original. Donc voilà, c'est le signal qui est passé directement dans notre perceiver, et on va lui demander de faire une prédiction. Sur ce signal, on va appliquer des masques binaires. Donc globalement, ça revient à peu près à masquer l'image, sauf que là, on est sur du 2D. Et on va lui appliquer des masques pour produire une version du signal masqué. L'objectif de faire ça, c'est qu'en lui donnant des dizaines, voire des centaines de milliers de masques, ben notre algorithme, enfin la méthode RISE, va nous permettre d'estimer les zones du spectre qui sont les plus importantes dans la prise de décision de l'algorithme. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a fait sur une vingtaine de signaux différents qui venaient d'acquisitions différentes, pour regarder si en fait, notre algorithme il prenait toujours les mêmes décisions. Typiquement, on va avoir par exemple un balourd ici. Bah, si pour tous les balourds, c'est tout le temps les mêmes zones de fréquence qui permettent de prendre les décisions. Après ce test, on s'est rendu compte que oui, c'était le cas. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une petite représentation, on a moyenné ces résultats et superposé le signal par-dessus. Et donc en fait, ce résultat il nous permet de montrer, avec le signal à l'appui, quelles sont les zones
du spectre qui ont permis à notre algorithme de prendre une décision. Et on va voir par exemple que dans le balourd, c'est les pics d'intensité tous les 30 Hz sur les 300 premiers Hz qui ont le plus participé à la prise de décision de l'algorithme. Sur le roulement, ce sera un peu plus tard. Sur le délignage, c'est un peu entre les deux. Et sur le sans défaut et sur le rotor, on voit que c'est un peu plus diffus. Donc après, c'est assez compliqué de faire une interprétation claire de ce genre d'informations parce que elle peut toujours, on peut toujours être biaisé aussi dans notre interprétation à nous. Mais en fait, ça nous permet déjà dans un premier temps de comprendre pourquoi l'algorithme il a pris telle ou telle décision et de venir auprès de l'expert métier et de lui montrer par cette démonstration que notre algorithme il a pris des décisions peut-être en regardant les mêmes choses que lui regardait déjà auparavant pour détecter si on avait un balourd, un délignage ou un fonctionnement sans défaut. Et en plus de ça, du coup, le deuxième enjeu de l'explicabilité, c'est de venir enrichir la connaissance métier. En plus de prouver à l'expert métier que notre algorithme il prend des décisions en se basant sur des faits et sur des éléments qui sont interprétables et cohérents, l'idée c'est aussi de venir enrichir la connaissance métier, peut-être en apportant à l'expert métier des zones que va regarder notre algorithme, que l'expert métier ne regardait pas auparavant, simplement parce qu'ils n'en avaient pas ressenti le besoin ou qu'ils n'avaient pas détecté que telle zone était peut-être plus intéressante pour détecter un type de défaut. Et l'idée de l'explicabilité, c'est aussi de venir potentiellement enrichir la connaissance métier au travers de ces méthodes-là. Là, je vous ai présenté la méthode RISE, et c'est vrai qu'en conclusion quand même de cette méthode, c'est que c'est une méthode qui est relativement longue. Donc si on veut faire du temps réel avec, c'est assez compliqué. C'est-à-dire si demain, j'ai ma machine tournante qui présente un défaut et que je veux afficher en temps réel pour mon opérateur à bord à quel endroit il faut regarder pour analyser ce défaut et quelles sont les zones qu'a utilisé l'algorithme pour faire cette prédiction. En fait, cette méthode, elle est relativement lente. Elle prend quand même plusieurs minutes, voire plusieurs heures pour ressortir une explicabilité correcte. Mais en fait, le fonctionnement des transformers fait qu'il est explicable by design, c'est-à-dire de par son architecture, comme l'a dit Amélie tout à l'heure. En fait, on pourrait ressortir la matrice de poids qui sert à la prise de décision. Dans le cadre de cette étude, on n'a pas été jusque-là parce que ça demande quand même une compréhension approfondie du modèle de transformer. Mais il y a des pistes qui sont là-dessus et donc des promesses sur les futurs algorithmes de ce type-là qui pourront le rendre beaucoup plus explicable et pour le coup en temps réel puisque c'est juste une extraction de poids sur des matrices. Et je vais peut-être laisser Amélie conclure. Ouais. Attends, on passe juste. Passer à la slide d'avant. Oui, donc sur la conclusion, hein, ce qu'il faut retenir, c'est que donc y a l'AI Act qui arrive avec des obligations qui seront à mettre en place pour les entreprises s'ils veulent utiliser leurs algorithmes d'IA, en particulier dans les systèmes critiques. Et donc cette acceptation des algorithmes d'IA, elle est pas du tout gagnée d'avance, puisque utiliser quelque chose qu'on ne comprend pas intuitivement, c'est effectivement compliqué. Donc on a raison finalement de ne pas leur faire confiance les yeux fermés. Et donc ces critères de confiance, ils vont être importants à mettre en place. Et on peut déjà commencer à le faire en anticipation des obligations légales qui seront à mettre en place. Comme on l'a vu, l'explicabilité, c'est un de ces critères qui sera obligatoire. Et c'est un outil qui est assez puissant donc pour gagner en confiance sur les algorithmes, mieux les comprendre. Aussi pour améliorer les modèles. Donc ça, c'est du point de vue du développeur. Et puis également d'enrichir éventuellement ses connaissances. Donc comme Benjamin vous l'a présenté à l'instant, finalement, ce qu'on voit, c'est que l'IA, c'est un outil très puissant pour venir fouiller dans des grands volumes de données qui sont éventuellement très complexes et qu'on ne pourrait pas faire avec des outils classiques. Et donc on vient fouiller ces grands volumes de données, en extraire de la connaissance.
Et en fait, on ne veut pas forcément mettre de l'IA à tout prix, hein. Une fois qu'on a retiré cette connaissance, on peut très bien l'utiliser et appliquer des algorithmes classiques qui, eux, seront explicables. Donc, cette IA, finalement, comme un outil d'ingénierie, c'est quelque chose en laquelle on croit pas mal aussi pour l'avenir, quoi. Donc, finalement, en conclusion, hein, tous les modèles d'IA sont faux, certains sont utiles, mais à condition d'avoir les clés pour leur faire confiance. Voilà, merci à tous. Si vous avez des questions. Je pense qu'on a un peu de temps pour les questions. Pas quelle heure il est, mais... Ouais. Oui. On va amener le micro parce qu'apparemment on est enregistré. Donc par rapport à l'explicabilité sur les IA qui sont publiques, quelle est votre critique là-dessus? Est-ce que c'est disponible, pas disponible? Est-ce que c'est bon pour expliquer les résultats, les chats GPT et autres? Tu veux répondre? Ouais, alors typiquement sur ChatGPT, aujourd'hui on pourrait entamer des travaux d'explicabilité, mais surtout sur la partie analyse contextuelle et analyse textuelle. La partie générative, elle reste encore extrêmement compliquée et on n'a pas encore aujourd'hui tous les outils pour expliquer ces fonctionnements-là, quoi. Si je peux compléter, en fait, il y a deux parties vraiment dans des modèles de type ChatGPT. Il y a le modèle de langage qui vient apprendre justement toutes les bases du langage, comment les phrases sont construites, la sémantique, la syntaxe, etc. Et ensuite, il y a la partie de ChatGPT qui va venir générer une réponse, donc qu'elle invente, hein. Elle ne va pas venir textuellement prendre une phrase qu'elle a déjà vue, elle va en inventer une nouvelle. Et c'est cette partie-là qui est difficile à expliquer, qui est la partie générative. Ça, on sait faire très peu de choses aujourd'hui. Par contre, sur la partie modèle de langage pur, on peut faire des choses, comme on l'a vu tout à l'heure, sur je surligne les mots qui ont été importants dans la prise de décision, dans la question que vous avez posée, etc. Donc aujourd'hui, l'AIA qui va dire ChatGPT pour les applications critiques, c'est non, hein. Ça, on peut être clair là-dessus, hein. J'ai une question technique. Comment vous avez choisi les masques pour le signal? Vous avez utilisé des critères ou c'est random? En fait, c'est la méthode RISE qui est construite comme ça, mais oui, c'est du random total. Donc, tu crées des masques d'une longueur plus ou moins... Ça, c'est au choix de l'utilisateur. Et en fait, ces masques-là, ils sont créés de manière aléatoire. On en crée des centaines de milliers et on fait passer ça dans une moulinette où on exécute, on demande à l'algorithme de prédire les centaines de milliers de prédictions masquées, quoi. Là, tu les vois à l'écran, c'est des masques binaires où on a donc tiré aléatoirement en lui donnant un pourcentage de 1 qui doit être présent à chaque masque. Tu as une autre question là-bas? Mais du coup, si le modèle est entraîné à détecter par exemple des contrastes, là il va se retrouver à avoir un input qui ne ressemble pas du tout à un input naturel. Ça ne peut pas mener à des mauvaises déductions dans certains cas. Enfin, des trucs qui ne représenteront pas du tout ce qu'on veut chercher, à savoir pourquoi il a choisi telle ou telle partie de l'image. Tu veux dire sur les versions masquées du signal? Justement, c'est ce qu'on cherche à faire. C'est justement le pousser à se tromper en lui donnant des versions masquées pour comprendre quelles sont les zones du signal qu'il a regardées. Et quand si on voit que le pic à 30 Hz, il est crucial dans la prise de décision et qu'on le masque, l'algorithme il risque de se planter et de prédire autre chose. Et justement, c'est comme ça qu'on va détecter quelles sont les zones du signal initial qui ont permis, qui servent le plus à la prise de décision, quoi. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le résultat du réseau, c'est pas une classe, c'est
un vecteur de probabilité sur chacune des classes. Et donc finalement, si on masque une information utile, mais qu'il y en a d'autres qui sont toujours là, on va faire baisser la probabilité de cette classe, qui pourra être potentiellement toujours relativement haute, de fait de certaines informations utiles qui sont quand même présentes. C'est pour ça que ça marche. Après, c'est une méthode statistique. Hein. Il faut des... Là, pour le coup, il y a 500 000 masques hein, sur une méthode comme ça. Hein. C'est statistique. Du coup, par rapport à la mode, le RISE, pour rapport au temps de calcul, ça représente combien de temps de calcul en plus par rapport à juste créer le modèle de prédiction de base 3 fois plus, 4 fois plus Sur la création ou sur l'inférence du modèle? Sur l'inférence, justement, sur la partie savoir d'où vient... Ah, c'est énorme. Parce qu'en fait, l'inférence du modèle en lui-même, là, on est sur des modèles à 10-15 000 paramètres. Hein. C'est tout petit. Donc l'inférence du modèle, c'est quelques millisecondes, quelques dizaines de millisecondes. Alors que l'explicabilité... alors après, donner un temps, ça ne veut rien dire, parce qu'il faudrait donner les caractéristiques de l'architecture de calcul qui va bien. Mais bon, là, on avait un GPU, et il faut peut-être une vingtaine de minutes pour produire une image d'explication, quoi. Donc c'est 20 fois plus, au moins 20 fois plus. D'accord, ouais, merci. C'est justement par rapport à juste l'apprentissage, juste une ordre d'échelle. Merci. Après, ça va dépendre aussi du nombre de masques que tu lui donnes. Puisque là, on est sur 500 000, mais tu peux très bien le faire avec 10 000. C'est juste que ton image d'explicabilité elle sera moins précise. Merci pour la présentation. Est-ce que vous avez tenté de pousser en fait le système de masque jusqu'au bout pour essayer de lui faire dire, par rapport au signal originel, comment est-ce qu'il a interprété pour lui la reconnaissance de ce signal? Par exemple, si jamais on lui, pour donner plutôt un modèle au niveau des images, si on lui fait apprendre des images de chat, et qu'après, en fait, au niveau des masques, on arrive en fait à savoir ce qu'il a compris comme un modèle de chat, est-ce qu'on peut lui faire afficher ce que c'est pour lui un chat, en fait? Alors, la question, c'est est-ce qu'on pourrait produire l'image du réseau de ce qu'il a compris de ce qu'est un chat? Alors, pas avec la méthode RISE, mais il existe d'autres méthodes comme ça, effectivement, à ma connaissance, surtout sur les réseaux à base images. J'imagine qu'on pourrait l'adapter pour ça, qui permettent de produire, mais ça marche plutôt avec des réseaux de type génératif pour le coup, qui sont capables de produire une image en sortie. Là, nos méthodes, elles produisent un résultat numérique, une classe, une probabilité. Donc là, en l'état, non. Mais il y a des méthodes qui existent comme ça, effectivement, ou qui permettent d'aller retrouver dans la base de données d'apprentissage la dizaine d'exemples idéaux qui sont les plus proches de la représentation parfaite que serait un chat pour lui, par exemple. Ça existe. Merci pour la présentation, c'était intéressant, je ne connaissais pas RISE. Et justement, je me demandais par rapport aux méthodes plus connues comme SHAP, dont vous avez parlé, ou Lime, c'était quoi les avantages ou les inconvénients éventuels de RISE? Alors en fait, c'est assez différent comme méthode dans la mesure où Lime, par exemple, ça produit une approximation locale de ton réseau en un point. Donc tu vas dire, en ce point, je produis une approximation linéaire et je regarde le modèle simplifié, ce qu'il donne. Là, on vient inférer sur le modèle précis en lui-même, quoi. Et les valeurs de Shapley, c'est plutôt... on vient regarder effectivement c'est plutôt pour des choses de type régression numérique, quoi. C'est moins sur des images, ce genre de choses. Je pense, ouais, je pense que oui, ça a mieux fonctionné, puisque faire tourner un Shapley sur ce genre de choses, ça serait à mon avis assez lourd quand même. Comme il y a des fondements mathématiques où il faut regarder toutes les combinaisons de tous les paramètres entre eux, etc. Donc là, il faudrait combiner l'ensemble des échantillons. C'est vraiment fondé sur la théorie des jeux où on vient regarder ici, ce serait chaque borne de fréquence versus les autres. Combien elles sont importantes. Enfin, je pense que ce serait assez complexe. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Non, et très bien. Merci à tous et bonne fin de journée.